Salut, tu vas bien? Très bien, merci et toi. Merci d'être au WDMH Ouais, c'est un privilège pour moi. et un honneur pour nous. Et simplement, avant qu'on rentre un peu dans la discussion, j'aimerais savoir ce que tu ressens aujourd'hui, ce que tu as senti comme émotion. Qu'est-ce que... Retranscris-moi un petit peu ta perception de cet événement. Ben, chaque fois que je fais un hackathon, je suis séduit. Je suis séduit par l'enthousiasme des jeunes et surtout par ce qui va sortir. L'imagination presque infinie des gens, je vois les idées, je vois des gens qui vont se battre, ça c'est certain. Hein. Je vois des gens qui vont se disputer pendant les 2-3 prochains jours, mais à la fin, tout le monde va sortir et tu vas sortir des trucs qui n'auraient pas été possibles dans un contexte de business normal. Et dans un minimum de temps. Sortir un produit en 48 heures, c'est 48 heures ça? 45 à peu près, oui. 45 heures, c'est du jamais vu. On rentre dans un cycle de l'innovation. Et là, c'est finalement la force de la co-construction, du mélange de compétences. Comment tu vois les choses? Est-ce que c'est toujours qualitatif ce qui sort d'un hackathon? Bien sûr que non. Bien sûr, aujourd'hui, il y a quand même un certain manque de connaissances, surtout dans le monde médical où tout le monde s'imagine que tout est possible, mais il y a un certain savoir-faire qu'il faut avoir pour vraiment être dans le médical. Tu es médecin toi-même, tu le comprends bien. Et d'un côté, ça a causé ce que j'appelle une gadgetisation de l'industrie, c'est que tous les jours, un nouveau truc qui sort, qui fait cric-crac-boom, qui est mis sur les réseaux sociaux. Et les médecins ne pensent pas à la santé connectée, ils pensent aux gadgets connectés. Mais ça ne nie pas le fait qu'il y a quand même des trucs extraordinaires qui vont sortir. Mais c'est pas tout du 100%. Si on revient sur la partie conférence, j'ai énormément apprécié ta keynote, c'était fantastique. Et c'est vrai, quand on a débriefé un peu tous les deux, tu disais je fais exprès d'aplatir pour créer un peu le débat derrière. Est-ce que tu trouves que finalement l'ensemble des intervenants ont véritablement conscience de ce qui arrive en matière d'innovation et en matière de transition? On voit bien ton positionnement est quand même beaucoup plus futuriste, beaucoup plus imagé que ce qu'on a pu voir sur les autres tables rondes. J'ai tendance à penser que les gens se mettent des œillères, qui se disent ça c'est mon travail, je travaille en sécurité, donc il faut que je sois un expert en sécurité. Mais la réalité du monde, c'est que, comme je t'ai dit, tout ce qui peut être connecté va être connecté. Les données, elles sont là, elles vont être utilisées d'une manière ou d'autre. Le problème, c'est que prendre une mesure, c'est facile. Ça, c'est tout le monde prend les mesures, mais c'est savoir quoi faire avec les mesures. Et aujourd'hui, même le patient lui-même, s'il se prend une mesure, il ne sait pas en fait ce que ça veut dire. Ça ne sert à rien de dire à un patient qui est obèse qu'il est obèse, il le sait déjà. Comment est-ce que tu vas utiliser ces données pour le convaincre en fait de perdre du poids, de faire du micromanagement, des petites décisions tous les jours? Et donc le patient, il va utiliser les données, que tu le veuilles ou non. Et on le voit sur les réseaux sociaux, on le voit partout. Tout ce qui peut être partagé sera partagé. Je sais, moi-même, j'ai des difficultés maintenant à rentrer aux États-Unis parce que j'ai eu des trucs, j'ai mis tellement de trucs anti-Trump sur mes comptes. Et ça, en fait, c'est le côté négatif de l'utilisation des données. Parce que le gouvernement américain, maintenant, insiste que si tu veux rentrer aux États-Unis, tu dois donner ton compte Facebook. Il regarde ce que tu as fait sur ton compte Facebook. Et ça, c'est du flicage de données. Et ça, c'est le côté négatif, en fait, de l'utilisation des données. Il y a bien sûr le côté positif. On sait très bien que si le patient partage ses données, fait du data for good, et elles sont utilisées à bon escient, tout le monde bénéficie. Mais aujourd'hui, vu que c'est une nouvelle matière, on est tous en train de se poser des questions qui sont relativement négatives. Tu as raison, et on ne peut que rejoindre le propos. Maintenant, alors avant de rentrer peut-être dans la question de savoir la direction de la donnée pour le bien ou le côté obscur de la force ou pas, est-ce qu'en matière d'innovation, toi, tu as peur de la feuille blanche avant de partir? Si tu pars sur un problème, est-ce que tu t'imposes l'innovation ou est-ce que l'innovation vient à toi par un constat systématiquement? Tu me parlais du produit, justement. Le problème, c'est, tu sais, l'année dernière, j'ai quitté ma société, qui était une grosse société, et ça fait beaucoup de bruit, parce que j'ai pas annoncé pourquoi je quittais. Et tout le monde, donc si tu vas sur Internet, apparemment je suis en train de mourir d'un cancer, j'ai craché une Ferrari tout nu quand j'avais 17 ans. C'est faux, hein, je n'étais pas tout nu, je portais des chaussettes. Mais non, apparemment je me suis fait acheter par Google, par Apple, donc toutes les légendes urbaines sont en train de sortir. Mais la réalité était beaucoup plus prosaïque, c'est que ma société était devenue tellement large que je n'arrivais plus à innover. J'arrivais plus à pousser l'innovation parce qu'on s'était mis en bourse et aussitôt que tu te mets en bourse, tu ne réponds plus à tes besoins, mais aux besoins des investisseurs. Donc, assez souvent, j'allais à des meetings et les investisseurs disent, mais pourquoi se fait-il, pourquoi dépenses-tu tellement d'argent en innovation? Est-ce que tu veux répondre, mais c'est parce que je peux le faire et je t'emmerde, mais c'est pas la bonne réponse pour un investisseur. Mais tu sais ce qui va se passer si moi je ne développe rien?
Rien. Il n'y a rien qui va se passer dans ma société. Mais il y a des trucs qui vont se passer dans ta société. À un certain niveau, c'est notre devoir de pousser l'innovation, d'utiliser de l'argent pour en fait faire de la recherche fondamentale. Parce qu'il y a deux types de recherche. Ou bien tu essaies de résoudre un problème spécifique, tu dis j'ai besoin de faire ça, plus petit, plus beau, moins cher. Ça, c'est pas de l'innovation, c'est de l'évolution. Oui, tu rends les produits. Mais il nous faut constamment chercher ce qu'on appelle des moonshots, des produits, je vais aller décrocher la Lune. Et pour décrocher la Lune, il te faut des très 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 longues échelles. Et c'est pas tout à fait évident. Un moonshot, c'est un produit où tu vas développer de la technologie pour pouvoir développer de la technologie. Tu n'es pas sûr du résultat, mais que le fait de développer la technologie va t'ouvrir des portes pour des nouveaux horizons. C'est fabuleux comme truc. J'appelle ça planter des graines, en fait. Tu plantes des graines pour dans le futur, pour dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans. Tu n'es pas sûr. Mais il faut continuer non seulement de planter des graines, mais aussi de les arroser, de continuer de pousser. Très clairement. Ça rejoint un petit peu le CI de l'amorçage avec ces prises de risque. Il y a dans ton propos quelque chose qui m'intéresse particulièrement, c'est que finalement innover, c'est d'abord se sentir libre. Si tu fais rentrer des actionnaires dans ton board et tu rends des comptes, tu perds ta sensation finalement de liberté et donc d'innovation. C'est ça que tu... Pas nécessairement, mais dans mon cas, oui. Parce que j'ai fait 2 mises en bourse importantes et chaque fois, ça s'est culminé dans le truc où je n'arrivais plus à être maître de mes décisions. Moi, j'ai toujours marché au pif. J'ai dit, ça sent bon, on va faire ça. Ce qui est important, c'est de bien le faire, d'être le premier à le faire, de devenir la référence et de faire des produits dont les gens ils tombent amoureux, où les gens ils achètent le concept du produit plutôt que le produit lui-même. Tu fais un produit, quel qu'il soit, si tu fais tu as l'attention au détail, un truc qui rend le produit désirable dans les yeux des gens. Et tu peux le faire même pour la maladie. Tu peux le faire pour la santé, la maladie, pour le bien-être. Tu peux faire des projets où les gens se disent ah, ça c'est vraiment cool. Créer de l'émotion. Créer de l'émotion, c'est ce qu'on fait quand on crée de l'innovation. Si tu fais que de l'innovation, tu fais que de la recherche pure et tu vas jamais t'en sortir. Mais si tu fais vraiment, tu essaies de sortir un produit où qui va l'acheter, comment est-ce que tu vas l'acheter, qui va le développer, qui va le distribuer, etc. Tu fais un cycle rond. Et c'est particulièrement important dans notre business du hardware où on fabrique des produits. Parce qu'en fait, il y a 2 types de business où tu peux innover. Il y a 2 business principaux. Un, c'est le business à marge. L'autre, c'est le business à pourcentage. Un business à marge, c'est relativement simple. Tu fabriques quelque chose, ça te coûte tant, tu le vends pour tant, l'un moins l'autre, marge brute, moins ce que je dépense, marge nette. C'est en fait relativement con le business, hein, c'est relativement simple. Oui, et ensuite, il y a un business à pourcentage. Un business à pourcentage, aussitôt que tu touches plus que 3% de la population, tu es riche. Ou ton business est important. Par exemple, les plus gros business au monde, c'est ceux qui touchent 100% de la population. C'est le papier, c'est le pâte à dents, c'est la crème à raser, c'est le PQ, parce que tout le monde va se brosser les dents. Et c'est là, aussitôt que tu touches tout le monde ou un gros pourcentage des gens, tu as un business qui est valable. Et ensuite, mais faire de l'innovation dans le business à pourcentage est beaucoup plus difficile. Parce que c'est des enjeux qui sont tellement importants et qui sont devenus très très lourds. Donc, je m'imagine très mal lancer une nouvelle gamme de PQ, si par exemple. Surtout que ça existe déjà quand même bien. Il y a la triple feuille, peut-être la quad. Oui. Mais non, mais tu as le mode, par exemple, tu as le mode de marketing de Gillette. Oui. Tu veux un nouveau rasoir, tu rajoutes une nouvelle lame. Et tu as un nouveau produit. Tu vois, ça c'est le marketing à la Gillette. Mais pour l'innovation médicale, il nous faut vraiment inventer des nouveaux trucs, des nouvelles idées. Il faut se réveiller le matin, il faut marcher avec les yeux ouverts. Oui, et moi j'ai toujours hâte d'aller au boulot le matin. Parce que, mais même quand j'arrête de travailler, mais j'ai pas vraiment considéré que c'est du travail, dans le sens où je suis toujours ravi d'être là, de développer. J'adore ce que je fais. Peut-être une dernière question pour finir. On parle d'émotions. Dans l'émotion, il y a et là on rentre vraiment dans cette un peu dichotomie. Il y a les émotions qui sont positives et il y a les émotions plutôt négatives. Elles sont toutes les deux finalement utilisées en matière de stratégie marketing. On peut déclencher des phobies, des peurs, etc. pour amener quelqu'un à acheter. Typiquement, vendre un pare-feu pour protéger son ordinateur, etc. etc. Est-ce que finalement, c'est pas ça qui sous-tend l'innovation en santé? C'est trouver les mauvais arguments pour jouer sur des émotions qui sont pas forcément bonnes? C'était avant. Tout ce qui était santé, c'était perçu plus comme étant négatif. Depuis qu'on a lancé la santé connectée, j'ai vraiment vu un virement en 2010, parce que pendant 20 ans, moi, j'ai vendu la maladie, l'hypertension, la sclérose en plaques, le diabète. Soudainement, quand on a lancé la santé connectée,
on a commencé à vendre la santé. Et c'est beaucoup plus facile de vendre la santé que de vendre la maladie parce que c'est positif. Et aujourd'hui, à nouveau, si les gens ils achètent un produit parce qu'ils veulent l'acheter, ils n'ont aucune contrainte et ils vont l'acheter quel que soit le prix. Même en France où c'est remboursé, on arrive à vendre des produits très chers parce que les gens ils veulent les acheter. Mais aussitôt que quelqu'un achète un produit parce qu'il doit l'acheter, là ça devient beaucoup plus compliqué. Et là ça devient des contraintes de prix. Et de toute façon, on sait que les assurances c'est tous des salauds. Et pourquoi est-ce qu'ils ne le remboursent pas? Donc ça devient une vente négative. Et la vente négative n'est jamais un succès à long terme. Une dernière question pour finir sur le WDMH. Est-ce que tu sens une certaine spécificité au WDMH dans le branding, dans notre façon d'organiser? Qu'est-ce que tu... Mais je pense que le WDMH, c'est absolument fabuleux. When doctors meet hackers. Les médecins, les hackers, ce sont les hommes de la renaissance de la santé de demain. Parce que, tu sais, la France est comme le berceau de la civilisation médicale du 18e, 19e, 20e siècle. Tu disais marketing, tu vas aux États-Unis. Tu fais l'engineering, c'est en Allemagne. Mais la médecine, c'est la France. C'est Marie Curie, les maladies tropicales, la néphrologie, c'est le berceau de la civilisation. Et when doctors, le médecin qui rencontre le chercheur, quelqu'un qui va casser les codes d'antan et vraiment créer des nouveaux business. Pour moi, c'est vraiment la seule manière d'évoluer le business de demain. Et je suis ravi d'être ici. Génial. Merci beaucoup en tout cas pour ta présence. C'est moi qui te remercie. Merci.